Alors, ce qui frappe, c'est à l'unanimité. Quand on dit des députés présents et représentés, très peu de gens comprennent de quoi on parle. Donc, vous avez certainement entendu dire que le budget a été voté à l'unanimité des députés présents et représentés. Mais il faut savoir ici que les députés du groupe parlementaire, les démocrates, n'étaient pas présents et n'étaient pas représentés. Donc, on devrait dire dans une bonne démocratie que ça a été voté en l'absence des députés démocrates, puisque nous faisons partie intégrante de l'Assemblée nationale, des membres de l'Assemblée nationale. On devait normalement faire ressortir ça. Mais je peux comprendre que ça ne les arrange pas. C'est plutôt le terme à l'unanimité qui les intéresse. Donc nous avons le droit de rétablir la vérité et de dire donc que ça n'a pas été voté à l'unanimité. Ça a été voté en fait par la majorité parlementaire, qui est donc la majorité présidentielle. Et si on a été absent à ce vote tout simplement, c'est un ras-le-bol. On peut parler aujourd'hui d'une volonté manifeste de faire disparaître le parti. Parce que nous sommes à l'Assemblée nationale avec les autres formations politiques, mais vous pouvez constater que les exclusions sont répétitives, sont récurrentes, sont répétées. Et ça devient vraiment trop gênant. La dernière en date, c'est précisément cette affaire de révision de constitution. Cette affaire de révision de constitution. Je crois qu'il y a les photos qui existent encore, où on voit 90, où on voit 18, alors que nous sommes 109 à l'Assemblée nationale. Un collègue n'a pas eu du mal à faire une croix sur 18 et à écrire 19 et à ajouter un quelque part donc pour justifier le 19. Tout ça dans l'obscurité. Vous voyez, ça pose un grand problème. Alors, ça c'est une raison. L'autre raison, c'est aussi le fait que nous avons régulièrement rejeté évidemment le budget, mais ce n'était pas pour punir l'État ou la population. C'est pour les amener à corriger ce qui ne va pas. Et ce qui ne va pas là, ce n'est pas que ça concerne les militants du Parti Les Démocrates, ou les responsables du Parti Les Démocrates, ou les députés du Parti Les Démocrates, encore moins le président du Parti Les Démocrates. C'est que ça concerne tout simplement le peuple. Nous avons suffisamment parlé de ça. La prise en charge des dialysés, le reversement des AME, la construction des écoles, par-ci, par-là. Nous avons entendu dire que là, ils ont prévu par exemple de construire les prisons. On vous demande de construire les écoles. Vous-même, vous prévoyez de construire les écoles. Vous ne construisez pas les écoles et vous prévoyez de construire les prisons. C'est eux qui savent pourquoi est-ce qu'ils envisagent la construction des prisons. Ça devient trop gênant pour nous. Donc, les raisons sont multiples. On pourra revenir dans les détails pour dire vraiment, au fond, pourquoi est-ce que nous avons décidé de ne pas vraiment aller jouer à cette mascarade. La dernière fois, quand on était, pour voter du moins, vous avez vu ce qui s'est passé. On se demande finalement, mais qu'est-ce qu'il faut faire avec ces gens-là? Visiblement, notre présence dérange. Cette rencontre de Cotonou est le résultat de l'ouverture des autorités béninoises à l'endroit du Centre pour le dialogue humanitaire. La séance ouverte ce mercredi 3 décembre 2025 sera consacrée à la présentation du rapport de la mission de diagnostic de la conflictualité locale au Bénin élaboré par le HD. Plusieurs études, dont celle récemment menée par HD dans les 4 départements du nord de notre pays, à savoir la Libori, la Takora, le Borgou et la Donga, révèlent l'existence de divers facteurs de conflictualité locale à caractère transversal. Les 10 facteurs sont liés au foncier, à la transnationalité dans la plupart des communes frontalières, à l'existence d'aires protégées et de forêts classées et aux attaques de groupes armés terroristes. Face à ce constat, le gouvernement fournit des efforts pour faire régner la quiétude sur toute l'étendue du territoire national. Malgré cela, il est donc sporadiquement enregistré dans certaines localités du pays des conflits intercommunautaires, des conflits fonciers, agro-pastoraux, religieux ou de chefferie aux conséquences désastreuses. C'est pourquoi, dans le contexte sécuritaire actuel que connaît notre sous-région, il est à craindre que ces conflits locaux servent de tremplin et de terreau favorable aux groupes armés terroristes dans leur élan expansionniste.
Mesdames et messieurs, chers participants, il devient alors impérieux que ces conflits fassent objet d'un traitement diligent et adéquat. C'est donc sans doute conscient de cet enjeu que le Centre pour le dialogue humanitaire, qui capitalise une forte expérience avérée dans le domaine du dialogue et de la médiation, se propose de mettre son expertise au service de la stabilité locale au Bénin, par une contribution aux efforts des différentes autorités dans la gestion de la conflictualité locale. Le Centre pour le dialogue humanitaire se dit reconnaissant envers le Bénin pour l'autorisation qui lui a été donnée afin de mener au mieux sa mission. Le HD compte dans ses actions anticiper en contribuant à la stabilisation des pays côtiers du Golfe de Guinée et à leurs efforts de gestion du phénomène de la conflictualité locale. C'est ce leitmotiv qui a conduit HD précédemment au Togo, en Côte d'Ivoire et maintenant au Bénin, où l'initiative a rencontré la faveur des autorités. Structurer le projet à travers lequel HD interviendrait au Bénin a nécessité un travail préalable de compréhension du phénomène conflictuel dans les zones jugées prioritaires par le gouvernement. La mission de diagnostic de la conflictualité locale s'est donc concentrée sur 13 communes de 4 départements du nord du Bénin. Elle a ainsi permis de jauger la cohésion sociale, d'identifier les principaux types de conflits auxquels les communautés sont confrontées, ainsi que leurs mécanismes de prise en charge. Enfin, le traitement de l'ensemble de ces informations a amené l'organisation à formuler des axes d'intervention potentiels. Avec l'espoir que cette rencontre ouvrira de belles perspectives en faveur de la paix et de la stabilité au Bénin, je vous souhaite une excellente journée de travail. Merci beaucoup. Chacun est donc invité à une participation très active pour l'atteinte de l'objectif escompté, celui du maintien durable de la paix et de la stabilité dans la sous-région et au Bénin en particulier. Nous sommes venus solliciter l'accompagnement de la représentation nationale pour une dotation budgétaire de 8,92 milliards. Une augmentation de 40% par rapport à 2025, essentiellement sur 5 activités. La première qu'il faudrait retenir, c'est l'exploitation imminente, donc en 2026, du pôle agroalimentaire du Grand Nogoué à Kassato. Donc c'est le marché de gros. C'est le déménagement donc de Dantopa, qui est donc le plus grand marché d'Afrique de l'Ouest. Et la mise en exploitation également du pôle JMK, donc c'est le mall de Général Mathieu Kérékou à Kouhounou, donc au stade de l'Amitié. Donc cette activité-là viendra donc clôturer la mise en exploitation de la première phase des marchés modernes, qui a un impact direct et réel sur l'économie béninoise. Ensuite, nous allons avoir l'opérationnalisation de l'autorité de mise en consommation des produits et également l'autorité nationale de la concurrence. Ces deux entités-là viendront renforcer et assainir le marché intérieur, non seulement dans la qualité des produits que nous mettons sur le marché, mais également permettront de contrôler la qualité des produits importés. Donc l'importation et la production locale. Nous allons également avoir la construction du centre technique agroalimentaire, qui est un centre pour accompagner l'élaboration des produits, qui va pouvoir stimuler l'innovation. Et ce que nous voyons à travers le mois du consommant local, souvent donc toutes ces innovations-là pourront être perfectionnées et nous permettre d'ouvrir donc en 4e activité les marchés, les grands marchés d'export. Pour aller à l'export, il faut avoir des critères. Et ces grands marchés d'export nécessitent également des normes. Et ce qui vient donc être donc la 5e activité sur l'industrie, donc c'est l'élaboration des normes, la plupart des normes des produits de grande consommation produits localement et des normes également à l'export, et en même temps améliorer l'infrastructure qualité. Puisque quand on aura stabilisé non seulement la qualité des produits locaux, des produits importés, cela nous permettra
de pouvoir donc aborder le e-commerce, d'opérationnaliser, d'activer le e-commerce qui était aujourd'hui timide. Là, nous allons rentrer vraiment dans le vif du sujet concernant donc le plus grand marché. Nous allons introduire et envahir le plus grand marché, qui est le marché donc de la toile, donc c'est le e-commerce. Voilà ce que nous allons faire sur les prochains 12 mois. Et avec un budget de 8,92 milliards que la représentation nationale a bien voulu nous accorder. Au Nigeria, l'angoisse des familles d'enfants enlevés se transforme jour après jour en colère. 2 semaines après l'attaque de l'internat catholique Sainte-Marie dans l'État du Niger, plus de 250 enfants manquent toujours à l'appel. 303 élèves et 12 membres du personnel avaient été enlevés par des hommes armés. Seuls 50 d'entre eux ont réussi à s'échapper dans les heures suivant le raid. Depuis, aucun signe de vie, aucune revendication. Les ravisseurs seraient cachés dans les vastes forêts de la région, mais leur identité reste inconnue. Le président Bola Tinubu a proclamé l'état d'urgence sécuritaire et ordonné le renfort de milliers de soldats et de policiers, mais sur le terrain, rien n'indique une avancée. Une semaine après l'attaque, les parents ont été convoqués pour enregistrer officiellement leurs disparus, parfois après avoir parcouru des heures de route. Une procédure chaotique alors que le gouverneur avait mis en doute le nombre de victimes. Cette tragédie relance la mobilisation du mouvement Bring Back Our Girls, qui rappelle que depuis l'attaque de Chibok en 2014, plus de 1800 élèves ont été enlevés. Amnesty International alerte, l'insécurité pousse des milliers d'écoles à fermer et menace l'avenir éducatif de millions d'enfants nigérians. En 2025, l'Afrique s'impose comme un marché clé pour la Chine. Sur les 8 premiers mois de l'année, les exportations chinoises vers le continent ont atteint plus de 140 milliards de dollars. Face au recul de ses ventes vers les États-Unis, la Chine mise désormais sur l'Afrique, dont l'industrialisation nécessite des machines, du matériel électrique, des véhicules ou encore des navires. Les contrats dans le BTP et les infrastructures se multiplient à grande vitesse et la demande en énergie renouvelable, avec des panneaux solaires et des batteries lithium, monte en flèche pour soutenir la transition énergétique du continent. Pékin a également renforcé son attractivité en ouvrant son marché à certains produits africains et en accordant des exemptions de droits de douane à 53 pays, faisant de l'Afrique un partenaire privilégié. Mais cette expansion n'est pas sans risque. L'Afrique reste majoritairement exportatrice de matières premières et importatrice de produits manufacturés chinois. Si le continent devient un partenaire incontournable pour Pékin, cette asymétrie pourrait peser durablement sur ses économies. Corruption, fraude, exploitation sexuelle et même viol, telles sont les accusations portées contre une unité des militaires britanniques au Kenya. C'est ce que révèle une enquête parlementaire lancée en 2023, dont les résultats ont été publiés le 25 novembre. La Batouk, c'est l'unité d'entraînement de l'armée britannique au Kenya, basée dans le centre du pays. Depuis 2008, elle dispose de plus de 1000 hommes qui s'entraînent chaque année. Dans leur enquête, les élus kenyans affirment que lors de leurs exercices, les soldats britanniques auraient blessé des civils et provoqué des dégâts sur le plan environnemental, évoquant notamment des cas d'explosion des munitions abandonnées. Le tout sous le sceau de la protection accordée à l'unité par un accord de coopération de défense conclu entre Londres et Nairobi. Le Royaume-Uni dit attendre les preuves avant d'enquêter sur les personnes mises en cause. En Tunisie, l'opposant historique Ahmed Nejib Chebi a été interpellé jeudi à son domicile. Cette figure importante de la scène politique du pays depuis plusieurs décennies avait été condamnée en appel à 12 ans de prison la semaine dernière pour complot contre la sûreté de l'État, selon une déclaration de sa fille et de l'un de ses avocats. Ahmed Nejib Chebi, 81 ans, est le cofondateur et président du Front du Salut National, FSN, principale coalition de l'opposition en Tunisie, fondée en 2022. Cet homme a combattu la dictature d'Habib Bourguiba, sous laquelle il a connu la prison,
puis celle de Zine El Abidine Ben Ali. À la suite de la révolution tunisienne en 2011, Ahmed Cheibi avait été élu député à l'Assemblée nationale constituante. Son arrestation intervient après celle de deux autres célèbres opposants, l'avocat Ayashi Amami et la militante Shaima Issa, condamnés respectivement à 5 ans et 20 ans de prison dans le cadre du même complot. Un important jour pour l'Afrique et pour le monde, c'est ainsi que le président américain Donald Trump a qualifié la signature jeudi à Washington de l'accord de paix entre le Rwanda et la RDC. C'est l'aboutissement des négociations entamées depuis des mois entre les deux pays sous l'impulsion des États-Unis. Le texte doit permettre le retour à la stabilité dans l'est de la République démocratique du Congo. Nous sommes venus à l'Institut américain pour la paix afin de signer un accord historique qui mettra fin à l'un des conflits les plus longs au monde, qui a fait plus de 10 millions de morts. Aujourd'hui, nous nous engageons à mettre fin à des décennies de violence et d'effusion de sang et à entamer une nouvelle ère d'harmonie et de coopération entre la RDC et le Rwanda. Je tiens à remercier ces deux dirigeants courageux. Ce sont vraiment des dirigeants courageux. Ce sont deux personnes formidables. Le président Tshisekedi de la RDC et le président Kagame du Rwanda. Ce sont des personnes extraordinaires qui m'ont raconté des histoires incroyables. Ces deux hommes sont très intelligents et je pense qu'ils s'apprécient beaucoup. J'ai passé du temps avec eux. Je pense qu'ils s'appréciaient, je pense qu'ils ont passé beaucoup de temps à s'entretuer et maintenant, ils vont passer beaucoup de temps à s'embrasser, à se tenir la main et à profiter économiquement des États-Unis comme le font tous les autres pays. Le président rwandais Paul Kagame a déclaré qu'il y aura des hauts et des bas, mais que son pays ne manquera pas à ses obligations. Même son de cloche pour son homologue congolais Félix Tshisekedi, qui s'est aussi engagé à mettre en œuvre l'ensemble des obligations contenues dans le texte. L'administration Trump envisage un durcissement significatif de sa politique migratoire en élargissant la liste des pays dont les ressortissants se verraient interdire l'entrée sur le territoire américain. La secrétaire américaine de la Sécurité intérieure, Christine Noem, a indiqué jeudi que cette mesure pourrait désormais viser plus de 30 pays, sans préciser encore lesquels. Cette initiative s'inscrit dans la continuité d'une proclamation signée en juin par Donald Trump interdisant déjà l'entrée aux ressortissants de 12 pays et restreignant l'accès depuis 7 autres. Selon les autorités, le choix des pays repose sur la stabilité des gouvernements et la capacité à identifier et vérifier leurs ressortissants. Cette décision toucherait aussi bien les immigrés que les visiteurs temporaires, comme les touristes, étudiants ou hommes d'affaires. Donald Trump avait annoncé son intention de suspendre définitivement l'immigration en provenance de tous les pays du tiers-monde, quelques jours après une fusillade ayant coûté la vie à 2 membres de la garde nationale à Washington, attribuée à un ressortissant afghan arrivé aux États-Unis en 2021. Dans plusieurs zones de conflit, le nombre de victimes de munitions mortelles non explosées ne cesse de croître, selon l'Observatoire des mines des Nations Unies. Au Soudan, la situation est très préoccupante. À Khartoum et à El Fasher, épicentre des combats qui déchirent le pays depuis 2 ans. Nous sommes profondément préoccupés par la situation à El Fasher. El Fasher a été assiégé pendant plus de 500 jours et les bombardements n'ont jamais cessé. Ils se poursuivent même aujourd'hui. Des rapports font également état de la présence des mines terrestres. La situation est donc très préoccupante et l'accès à cette zone constitue un défi majeur. Au Nigeria, les mines représentent également une menace constante pour les déplacés qui tentent de rentrer au bercail, souligne le service anti-mine de l'Organisation des Nations Unies, alors que le pays fait face aux exactions des groupes armés. Ils ont commencé à fermer les camps de déplacés internes, puis ont encouragé les gens à retourner dans leur communauté d'origine
ou dans des zones de réinstallation. Malheureusement, notre analyse montre que 80% de toutes les victimes civiles se trouvent dans 11 des 15 zones de retour. En 2024, plus de 6 000 personnes ont été tuées ou blessées par des mines ou des restes explosifs de guerre, soit le total annuel le plus élevé depuis 4 ans, selon l'ONU.